Bonsoir à tous, merci beaucoup de me recevoir. Vous m'entendez comme ça? Ou c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. J'ai pris quelques notes parce que parfois je me perds, alors il faut que je me retrouve. Alors je vais vous parler de mon parcours et puis je vais également vous faire une analyse de mes observations sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et quelles implications ça a pour ceux qui arrivent, ceux qui sont dans le monde du travail, les vieux comme moi et comme certains d'entre vous, et puis surtout essayer de comprendre comment fonctionnent, alors on les appelle les Y, les Z, mais moi je les appelle les K. J'ai lu récemment que ça s'appelait les K. Alors je ne sais pas pourquoi. Y, je sais pourquoi. Enfin, je crois savoir pourquoi, mais les K, je ne sais pas. Mais enfin, on appelle ça la génération K. C'est ces jeunes nés entre 1980 et 2000. Alors moi j'ai 54 ans. Ça fait bientôt 40 ans que je travaille parce que j'ai commencé à bosser à l'âge de 15 ans dans une famille, enfin je suis né dans une famille avec un père parisien qui avait fait HEC Paris, donc bien entendu il y avait beaucoup d'attentes par rapport à un parcours universitaire. Et puis un choc culturel avec une mère suédoise qui à l'époque de ma naissance a 19 ans, donc vous imaginez un père qui devait avoir 30 ans et ma mère 19, parisien bien bourgeois avec la Suède en 1960, qui avait déjà commencé à vivre ce que Paris a vécu en 68. Donc j'ai commencé d'échec scolaire en échec scolaire, d'école publique en école privée, par défaut en fait. Ça fonctionnait toujours pas, je redoublais tout le temps mes classes, alors ça me faisait de très grands réseaux, hein, parce que je connaissais tout le monde, vu que je restais sur place et que tout le monde passait là où j'étais. Donc c'était le début du networking. Et puis j'ai travaillé de l'âge de 15 ans à 17 ans. J'ai travaillé un an, disons, dans une usine ici dans la région qui faisait du regommage de pneus. Et puis mes parents, mon père surtout, dépité par son fils, voulait qu'il voie quand même quelque chose. Donc il m'a envoyé dans une boîte de meubles à Paris qui s'appelait Lévitan Ameublement, et dont Robert Lévitan était un de ses copains. Et puis voilà, j'ai fait un stage, j'ai travaillé pendant 2 ans à gauche à droite comme ça. Et puis à 17 ans, je me suis réveillé et puis j'ai fait je me suis dit, il faut peut-être que je me fasse quelque chose. Je rêvais de faire agent de voyage. C'était vraisemblablement pour m'évader et pour voir autre chose. Et puis je me suis dit qu'à un moment donné, si hypothétiquement le monde changeait et que les agents de voyage ne se justifiaient pas, alors je n'étais pas visionnaire à 17 ans, mais je me disais qu'un agent de voyage qui n'a plus de boulot, dans un secteur possiblement difficile, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Donc j'ai été dans une banque. Je me suis dit, en Suisse, vous savez, on avait quelques banques, on en a de moins en moins. Et les banques recrutaient beaucoup à l'époque, elles recrutent aussi de moins en moins. Et j'ai fait un apprentissage de 3 ans dans une banque. Alors j'ai enlevé ma boucle d'oreille, j'ai mis un tatouage, j'ai mis une montre sur le tatouage que j'avais au poignet. Je l'avais quand même fait à un endroit stratégique. Et puis j'ai mis une cravate et j'ai été faire un apprentissage dans une banque. Et puis j'ai terminé ça à 20 ans, à 20 ans. Et puis à 20 ans, je suis retourné avec, ça s'appelle un certificat fédéral de capacité. C'est le diplôme qu'on a quand on termine un apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est 1 jour et demi de cours et 3 jours et demi de travail. Et je suis arrivé au bout de 3 ans avec un certificat d'apprentissage chez mon père en fin juin. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je lui ai dit, maintenant je vais prendre 2 mois de vacances. Et puis il m'a dit, tu ferais mieux de bosser, tu ferais mieux de chercher un boulot, parce qu'avec un papier de merde comme ça, tu ne vas jamais rien trouver. Donc là, je me suis dit, je vais quand même lui montrer. Non, je ne me suis pas dit ça, mais ça a été bien évidemment un déclencheur pour ma vie, pour ma vie professionnelle, ma carrière d'entrepreneur. Et carrière d'entrepreneur, comme le disait Pascal en introduction, qui est passé par plusieurs métiers, et plusieurs professions. Et du reste, c'est ce que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, je passe de conseils financiers à des opérations, à des promotions immobilières, au montage d'opérations immobilières, au développement de promotions immobilières,
à des activités artistiques, à de l'enseignement, à de l'aviation, dont je vous en parlerai plus tard. Et je passe alternativement, je peux passer mes journées, elles passent d'une activité à l'autre. Donc je peux voir un de mes clients privés dont je gère la fortune, dont on gère la fortune et dont je m'occupe encore personnellement parce que c'est des gens qui avaient 50 ans il y a 30 ans, donc il faut que je m'en occupe moi-même aujourd'hui. Et puis l'heure d'après, je vais dans le domaine artistique, de la production artistique. On va travailler sur la stratégie d'un artiste que j'ai découvert et que je produis. Et puis l'heure d'après, je vais partir à l'aéroport de Lausanne et puis mettre un uniforme de pilote et je vais piloter un avion en haute performance pour Londres ou Paris avec des passagers. Donc je passe alternativement d'un métier à l'autre. C'est très fun, hein, c'est très marrant, c'est un peu fatigant, surtout quand je le raconte, parce que quand je le vis, je ne le réalise pas vraiment. Mais quand je le raconte, ça me fatigue même. Mais je passe d'un métier à l'autre. Alors ça a différents... alors d'abord le pourquoi, hein, vraisemblablement. Enfin, je me suis bien entendu posé des questions par rapport à ces multiples métiers, hein, et je disais multiples professions aussi, parce qu'alternativement, je vais être start-upper, comme ce que j'ai fait cet après-midi avant de venir ici dans un nouveau business sur l'éducation. Et puis demain après-midi, j'ai un conseil d'administration d'une société où j'ai pas d'intérêt financier. Donc je vais passer alternativement d'un métier à des professions différentes. Vraisemblablement, c'est le résultat d'échecs, hein, parce que quand on est en échec pendant de l'âge de 15 ou de 12 à 21 ans, eh bien, on a peur que ça se reproduise. Donc vraisemblablement de partir dans différents secteurs d'activité, d'avoir plusieurs cordes à son arc, et bien ça, pour moi, il y a inconsciemment vraisemblablement eu quelque chose de très très défensif. Et ça m'a donné raison, hein, parce que si j'avais fait que de la finance, que de la gestion de fortune, eh ben, je ne serais pas bien aujourd'hui. Et si j'avais fait que de l'immobilier, le jour où ça ralentit fortement, ben, on a vraiment toutes les billes dans le même panier. Donc, sur recommandation de mon père, j'ai été chercher du boulot, puis je suis rentré dans le groupe Crédit Suisse, dans un tout petit boulot de bas-fond, d'administration, d'administration de titres, de livraison de titres, de livraison de papier valeur entre les différentes banques dépositaires et en fonction des transactions. Et puis, tu m'as donné combien? 2 heures, hein? Et puis sur la base de ça, ça a été très vite, quoi. Moins d'un an, un an après, je devais avoir la responsabilité de ce département avec une quinzaine de personnes qui avaient une quinzaine de femmes, c'était que des femmes, qui avaient en 10 et 15 ans de plus que moi. Et là, alors, bon, dans mon parcours que je vais vous raconter, je vous raconte quelques expériences que j'en ai retirées. Et là, j'ai une première expérience que j'ai retirée par rapport au fait de travailler avec les femmes. En tout cas, à l'époque, les choses ont changé maintenant pour la nouvelle génération. Mais le gros avantage des femmes, c'est qu'elles savaient faire plusieurs choses à la fois. Tandis que les mecs, ils étaient beaucoup plus monocordes, ils faisaient un truc, peut-être 2 de temps en temps, hein, les très très créatifs en faisaient 2. Puis les femmes, elles sont capables de gérer plus de choses simultanément. Et puis une fois que j'avais ce département, ben, j'ai été demandé. Donc ça, c'est une autre leçon. Tout ce que j'ai toujours fait, tout ce que j'ai toujours obtenu, je l'ai demandé. J'ai été demandé à 22 ans. J'ai été vers mon supérieur et puis je lui ai dit voilà, maintenant est-ce que je peux j'aimerais te former comme gestionnaire de fortune. Alors ils m'ont mis comme gestionnaire de fortune junior. Ça, c'est le mec qui ne fait pas grand-chose, mais qui reçoit parfois des clients quand son chef n'est pas là. Et le client, généralement, au bout d'une demi-heure de discussion, quand vous lui avez présenté ses affaires, il vous demande de voir la personne qui s'occupe de ses affaires. donc ça, c'est aussi ces constats, c'est que quand on a cet âge-là, on veut avoir 15 ans de plus, et puis quand on a 15, ou 20 ans de plus, et puis quand on a 20 ans de plus, on va avoir 20 ans de moins. Et puis ils ont décidé de m'envoyer à New York, donc ils m'ont envoyé à New York pendant 8 mois pour faire du on-the-job training program. Ça, c'est aussi, alors on sent l'énergie de New York, mais on passe sa journée assis à côté de gens, donc c'est un tout petit peu particulier, les journées sont plutôt longues. Et puis je suis revenu et tout se passait bien, je vieillissais un peu, donc j'avais un tout petit peu plus de maturité.
vis-à-vis de mes clients, et certains me croyaient. Et puis un jour, je reçois un téléphone d'une dame à Genève qui me dit « J'aimerais vous rencontrer, j'ai entendu parler de vous, j'aimerais vous rencontrer, j'ai un job à vous proposer. » Je dis « Non, écoutez, ça ne m'intéresse absolument pas, j'ai tout ce que je veux. » Et elle m'a dit « Soyez curieux. » Et soyez curieux, ça c'est aussi une autre leçon que j'ai retirée de ce parcours, c'est que dans la vie professionnelle, on passe d'un point A à un point B, hein, d'une mission ou d'un projet à la réalisation de ce projet. Et puis on ne fait que de gérer des emmerdes, en fait. Hein. On gère des emmerdes du matin au soir. On est généralement payé en fonction de la quantité d'emmerdes qu'on gère. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir son modèle d'affaires. Mais ce qui est passionnant sur ce chemin, c'est les rencontres. Et quand on rencontre les gens, quand on rencontre des gens dans ce parcours de vie professionnelle, eh ben, j'ai toujours adopté une manière de faire qui consistait vraiment à me montrer curieux, à rentrer dans leur univers, hein, de ne pas rester sur le pas de la porte, mais de rentrer chez eux et de m'intéresser à eux. D'abord en s'intéressant aux gens, vu que les gens aiment bien parler d'eux-mêmes, ben, ça crée une énergie positive. Et puis en écoutant les gens et en les entendant surtout, eh bien on a cette chance, on est dans une situation de veille où en fait on peut possiblement découvrir une passion. On peut découvrir une passion, la passion de l'autre qu'il va vous transmettre. Alors ça peut leur donner la passion d'aller apprendre le chinois ou d'un art particulier. Donc elle m'a dit soyez curieux, donc j'ai été la voir et puis à l'époque je gagnais 3300 francs, je crois, quelque chose comme ça par mois. Et donc j'ai été la voir et puis elle m'a dit voilà, il y a Citibank Genève, j'ai un job pour vous, département Moyen-Orient Afrique, chargé de relations junior. Je suis toujours junior, hein, c'est pas j'ai un copain qui m'a dit l'autre jour, il a fait une application pour rentrer dans un golf, il a 1 an de plus que moi, 55 ans. Donc il a fait une application pour rentrer dans le golf et puis on lui avait dit mais vous allez voir, ça met à peu près 1 an. Et puis il a reçu une lettre 3 mois après en lui disant on est très très heureux de vous accueillir et vous bénéficiez d'une procédure express parce que vous rentrez dans le club senior. Donc, et donc voilà, et je lui ai dit écoutez, ça ne m'intéresse pas, moi j'ai un job hyper varié, c'est pas très loin de chez moi, ils m'ont toujours donné tout ce que je voulais, même plus. Et voilà, elle me dit mais demandez-moi quel est le salaire. Elle m'a dit c'est 6 000 francs par mois. Donc je pouvais possiblement passer de 3 300 à 6 000. Et j'ai dit oui tout de suite. Et puis 15 jours après, j'étais à la Citibank à Genève. Et là j'ai commencé à m'emmerder sérieusement, à servir de enfin à être le concierge de très riches saoudiens qui faisaient des placements monétaires à 3 mois. C'était le produit financier le plus sophistiqué, donc c'était un tout petit peu décevant. Et puis un jour, une semaine, c'était ça devait être mi-décembre, je rentre d'un déjeuner où j'avais été faire le point avec moi-même et où je me suis dit que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et j'ai tiré la leçon de cette erreur, c'est que j'avais fait un choix pour l'argent. J'avais fait un choix pour l'argent et pas pour le projet. Alors je gagnais bien ma vie, j'avais une jolie bagnole et puis voilà, j'avais une situation qui était beaucoup plus confortable que tous mes potes, mais c'était très très ennuyeux. Sur ça, je rentre de mon déjeuner, et puis sur mon bureau, il y a un post-it. Oui, les post-it existaient déjà. Et il y a un post-it en me disant « Rappelez Monsieur Machin », qui était en fait mon ancien directeur, qui entre-temps était passé dans un poste de direction générale à Zurich. Alors je le rappelle, et il me dit « Est-ce qu'on peut se voir demain ?» C'était un vendredi, « Est-ce qu'on peut se voir demain ?» Et là, moi, je me suis dit « Il y a quelque chose, quoi. Ils vont me proposer quelque chose. » Donc j'ai été voir mon père, qui entre-temps était très très fier de moi. Et puis je lui ai dit, écoute, ils vont vraisemblablement me demander de revenir, blablabla, etc. Qu'est-ce que je demande ? Il me dit, demande, tu gagnes combien ? 6 000, ça fait 6 000, ça fait 72 000 francs par an. Il me dit maintenant, parle plus en salaire mensuel, parle en salaire annuel et dis 120 000. C'est rond, c'est 10 000 par mois, etc. Donc je le rencontre, ça n'a pas manqué. Il m'a dit, voilà, on aimerait que vous soyez de retour. Il y a une place qui s'est libérée on a un problème de relève en fait, et puis il y a une place qui s'est libérée dans un département, dans un groupe qui s'appelle Management of Tomorrow, ou Leadership of Tomorrow. Et il y a une place qui s'est libérée là-bas, et bien, il y a une condition, c'est qu'on est le 17 décembre, et le 3 janvier, il y a un Executive Training Program qui commence à New York. Donc il faudrait être le 3 janvier à New York. Et donc je lui dis,
Je lui dis oui. Je lui dis oui, ça peut m'intéresser, mais vous savez, je ne suis pas aux mêmes conditions. Alors bon, c'était Corporate World, hein, donc il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors je dis, écoutez, j'aimerais un bureau avec 3 fenêtres. Hein, vous devez savoir, vous qui travaillez dans les grosses boîtes, le nombre de fenêtres au bureau est tout à fait déterminant par rapport au respect qu'on a pour le collaborateur. Donc je dis, j'aimerais un bureau à 3 fenêtres. Il me dit oui. Je dis, j'aimerais une place de parc au niveau -1. Hein, parce que c'est aussi important dans les grosses boîtes, hein, le niveau dans le parking. Si vous êtes au niveau -3, vous allez peut-être avoir un problème à court terme. Si on vous baisse de niveau dans le parking, vous avez peut-être un gros problème qui arrive. Et alors il me dit oui à tout, et puis il me dit, et vous voulez gagner combien? Et là, je voulais absolument le job, quoi. C'était juste de rêve, parce qu'il m'intégrait dans un management, il m'intégrait dans un poste hors département dans lequel j'étais, je rapportais directement à la direction générale, et sommet le plus ultime, ils m'ont donné la fonction de tenir le PV de la direction générale. Donc c'était hyper intéressant, donc je voulais vraiment le job. Et puis je lui dis, écoutez, 100 000 francs. Puis il me dit, c'est bon. Puis je dis, vous auriez été jusqu'où? Puis il me dit, 120. Donc ça, c'est une autre conclusion, il faut toujours écouter son papa. Il faut toujours écouter ses parents, ils ont toujours raison. Et puis voilà, et puis je suis parti à New York 6 mois, j'ai fait cet Executive Training Program, je me suis retrouvé, donc je suis arrivé là-bas, là j'avais vraiment les ailes qui me poussaient, hein. Là je commençais à léviter, et je pense que c'est inévitable quand il y a des choses de ce type-là qui se passent dans le corporate world ou comme entrepreneur, c'est quand vous avez des périodes où tout marche bien, quand tout fonctionne bien, vous êtes juste sur un nuage et puis il y a une accélération, vous avez l'impression que tout va fonctionner. Et ça, c'est une autre leçon, hein. C'est à ce moment-là que vous baissez votre garde et c'est là où le danger arrive et que vous commencez à glisser avec un effet retard qui accélère la violence parce qu'entre-temps, on n'a pas réalisé la manière dont on avait été. Et puis là, je fais ce cours de 6 mois à New York et je me retrouve entouré par des mecs qui ont... je veux dire, moi j'ai un apprentissage et les mecs, ils sont Hair Doctor HEC Saint-Gall, ils ont un PhD d'HEC Saint-Gall, ils ont des formations universitaires, ils ont 10 ans de carrière de plus que moi, ils sont tous suisses-allemands, enfin là j'ai ramassé. Et bien en fait j'ai réussi à terminer, puis là j'ai réalisé qu'en fait il y a des gens hyper brillants, il y a des gens super intelligents qui on n'a même pas besoin de leur dire les trucs qu'ils comprennent, il y en a qui à niveau égal, hein, il y en a qui sont smart et qui doivent bosser 2 fois plus ou 10 fois plus pour intégrer les choses. Et puis, il y a ceux un peu plus démerdes qui trouvent les solutions par des voies un tout petit peu détournées. Ça demande plus d'énergie, mais ils y arrivent, ils peuvent y arriver. En tout cas, on pouvait y arriver et je pense qu'on va y arriver de nouveau dans le monde dans lequel on vit. Je vous en parlerai plus tard. Et puis ensuite, j'ai travaillé 10 mois sur le floor de la bourse de New York. Donc cette grande bourse qu'on voit régulièrement. Alors j'avais l'impression d'être au centre du monde, mais mon job j'étais runner, c'est-à-dire coureur, runner. Donc j'étais à côté de personnes qui étaient vers les murs avec les téléphones, qui prenaient les ordres par téléphone qui venaient de la salle de trading et qui faisaient un time and sale, c'est-à-dire ils passaient le ticket dans une machine qui marquait la date et l'heure et la seconde. Ils écrivaient acheter 10 000 IBM. Et puis, il me donnait ce ticket, et puis moi, je courais au stand, le donnais à un autre gars qui l'exécutait, et puis je revenais avec l'exécution. Donc j'ai l'impression que je faisais un truc très intéressant, mais je courais surtout beaucoup. Et puis, ensuite, j'ai été intégré dans ce programme. J'ai à ce moment-là donc je suis rentré chez eux à 21 ans. Là, j'ai 25 ans, quoi. Et quand je reviens, je suis nommé sous-directeur, donc je suis le plus jeune sous-directeur du groupe Crédit Suisse à l'époque. Je gagne... il y a 29 ans, hein, je gagne 160 000 francs par an. Et puis, je suis dans ce Executive Team of Tomorrow avec mes potes qui sont aujourd'hui, la moitié d'entre eux sont présidents des 10 plus grandes boîtes suisses, où ils ne sont même plus à l'exécutif, ils sont passés par l'exécutif de Crédit Suisse, de Swiss Life, d'Adecco, des CFF, enfin des chemins de fer, etc. Donc ma carrière est vraiment tracée. Et là, je vais voir j'ai 25 ans, hein, je demande à voir mon directeur, et puis il me dit, mais écoutez, venez, on va prendre le temps. Alors, il y a la direction collégiale, ils viennent à 3 pour déjeuner. Et donc, j'étais dans le siège de Lausanne, et puis ils me disent, et puis je leur dis, voilà, merci beaucoup, c'est super, tout ce que j'ai fait, machin, je suis dans ce team de demain, etc. Voilà, et puis ils me disent, mais pourquoi vous êtes demandé à nous voir? Je dis, écoutez, moi, j'aimerais savoir où je suis dans 5 ans. Où est-ce que je suis dans 5 ans? Et là, ils me disent,
on ne peut pas faire de plan de carrière sur une durée de 5 ans. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, ce que je comprends aujourd'hui, hein, faire des planifications à 5 ans, faire des business plans à 5 ans, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible que ça fonctionne. Hein. Ça ne se passe jamais comme on pense. Ça peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus lentement. Hein. À l'image, si vous voulez ranger votre garage un dimanche matin, ben, vous prévoyez 2 heures et pour une demi-heure, c'est réglé, quoi. Ou alors ça va prendre 8 heures. Donc c'est la même chose pour ces business plans. Et puis je réfléchis un peu, j'en parle avec un de mes clients qui était un Suisse, mais d'origine yougoslave, pour lequel je devais gérer quelques millions, mais qui avait une petite structure, une PME d'une quinzaine de personnes. Il avait fait fortune lors de la guerre Iran-Irak, dans l'effort de soutien des Américains pour l'Irak, en faveur de l'Irak. Eh ben, il avait pris il avait obtenu de l'État américain une ligne de crédit et le feu vert pour être le fournisseur exclusif de l'Irak pendant la guerre de poulets congelés. Donc il avait fait fortune avec ça. Et donc il avait un bureau à Atlanta, il achetait ça chez les fournisseurs américains, il était payé par le gouvernement américain et puis il livrait son air. Mais la guerre s'est terminée. Et chance pour lui, ben, au moment où je le rejoins, au moment où il me dit viens avec moi, tu as une âme d'entrepreneur, tu peux t'occuper de mes affaires, tu peux t'occuper de mes structures offshore, vous savez, les Panama Papers. Et puis, tu peux t'occuper de mes structures offshore, et puis on va développer des choses, etc. Et à ce moment-là, le mur de Berlin tombe, il est yougoslave, il commence à faire des opérations de barter, hein, donc des opérations de troc avec la Yougoslavie. Donc ils leur vendent de l'huile végétale et puis il leur prend des sugar beet pellets, ça c'est les fertilisants, c'est ce qui reste des betteraves sucrières lorsqu'elles sont pressées. Puis ensuite lui les revendait sur les marchés. Puis moi j'observe tout ça. Alors ça ne suffisait pas en tant qu'indépendant, je n'étais même pas dans ces bureaux, j'avais ma structure, mais j'étais vraiment seul. Donc j'ai quitté, hein, donc j'ai démissionné de Crédit Suisse dans les conditions que j'avais, et puis j'ai pas vraiment réfléchi, quoi. Et ça me caractérise, c'est-à-dire souvent j'ai fait les choses et puis j'ai réfléchi après. Un peu moins maintenant, parce que j'ai moins de temps. Hein, j'ai moins le temps de me planter, c'est-à-dire que si je me plante maintenant, il me reste un peu moins d'années devant moi pour attraper le truc. Et puis moi j'observe son modèle d'affaires et je lui dis mais il faut intégrer dans ces matières premières ou produits semi-finis, il faut intégrer des produits de grande consommation. Parce qu'il y aura beaucoup plus. D'abord, il y a un besoin qui est énorme, et puis il y aura beaucoup plus de marge. Donc, il m'a donné une partie de ses barters, donc des montants de ses trocs. Et puis, j'ai commencé à fournir à la Yougoslavie, ensuite à la Pologne, à la Bulgarie, à la Russie, du chocolat en barre de 100 grammes. D'abord, la première commande, c'était 20 tonnes de chocolat, 10 tonnes de chocolat au lait, 100 000 plaques, et puis 100 000 plaques de chocolat noisette. Donc là, j'ai fait un peu le MacGyver. J'ai commencé à acheter en Suisse, chez Lindt, vous savez, très très cher, etc. Et puis quelques années après, vu les volumes qu'on avait, et vu que les marges diminuaient, vu qu'on voulait gagner plus d'argent, alors je faisais fabriquer ça à la chocolaterie d'Aquitaine à Bègle, à côté de Bordeaux. Et donc, c'est des plaques de chocolat de 100 grammes. Alors, il n'y avait pas de graisse animale, il y avait des graisses végétales dedans, mais bon, ils n'avaient pas tellement de points de comparaison. Et puis derrière, donc, il y avait une plaque de chocolat avec le Cervin, notre très belle montagne de référence. Et puis, il y avait derrière Made in EEC, un tout petit, avec Under Swiss Supervision en très grand, avec un grand drapeau suisse. Et donc, on a inondé certains pays de l'Europe de l'Est de ça, et de tout un tas d'autres choses, hein, et de nourriture pour enfants, de produits cosmétiques, de soutien-gorge, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait, quoi. Et on a tout fait de légal. Et puis un jour, dans ces marchés, je rencontre des gens, il y a une personne qui me dit, donc la curiosité, hein, je rentre dans ce système de curiosité, je rencontre des gens qui me disent « Vous connaissez bien ces marchés, est-ce que vous pouvez nous ouvrir un bureau ?» Alors je dis « Bien sûr, je peux ouvrir un bureau. C'est quoi? C'est trouver le local, le transformer, engager un expat pour le diriger, mettre en place les systèmes de reporting financier, parfois en cyrillique, hein, ça c'est pas toujours évident. Et là, j'ai ouvert des bureaux pour 5-6 clients.
j'ai ouvert des bureaux à Belgrade, Sarajevo, Gdansk, Szczecin, Sofia, Moscou et Vladivostok. Et Vladivostok, c'est très loin. Je n'avais pas réalisé quand j'ai pris l'avion. Et on pouvait y accéder que par Moscou. Et c'était vraiment très, très loin. Et puis bon, ça s'est beaucoup développé. Un jour, moi, j'observe, je suis à Sofia et je me dis, il faut absolument faire des supermarchés. Et je reviens chez un de mes partenaires, je dis, faisons un supermarché. Il me dit, non, c'est pas notre business, etc. Je dis, on peut tout faire. Il me dit non, je ne veux pas rentrer dans ce business. Donc moi, j'ai ouvert seul mon supermarché à Sofia. Et alors, c'était un supermarché, c'était un grand supermarché pour Sofia, c'était une supérette pour nous, mais c'était le deuxième supermarché de Sofia. Et quand mon partenaire a vu ça, il m'a dit il faut faire quelque chose à Moscou. Donc là, je suis parti, je me suis quand même éloigné de la finance là, et de la bourse de New York. Et puis là, là, il m'a dit il faut absolument faire quelque chose à Moscou. Donc j'ai été trouver un partenaire, j'ai fait un joint venture avec 3 partenaires qui étaient Reebok, qui étaient Philips, les lampes, et puis le Comité olympique russe. Une société du Comité olympique russe qui appartenait j'ai compris après ça, au Russian Boxing Federation. Et je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas embêté. Je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas embêté en n'étant pas protégé, mais en fait on était protégé. Mais je n'avais pas tout à fait capté ça. Et puis voilà, j'ai travaillé quelques années là-bas, et puis mon partenaire a commencé à ne pas respecter tout à fait les règles du jeu, et puis moi j'avais cette vitrine retail, hein. On avait 2 supermarchés à Moscou, j'y étais 3 semaines par mois, j'avais des enfants qui étaient petits, et là j'ai vécu le coup d'État, j'ai vécu tout un tas de trucs. Et puis mon partenaire a commencé à j'ai commencé à avoir tout un tas de pression pour des choses pour des règles qui n'étaient pas respectées. Et à un moment donné, j'ai décidé pour des questions de qualité de vie et fondamentalement de sécurité, j'ai décidé de renoncer. Donc il a racheté mon business. Ça, c'est la première boîte que j'ai revendue. Alors ça aussi, hein, quand on vend une boîte, on se dit on va gagner de l'argent, mais quand on liquide tout, c'est généralement pas ce qu'on pensait. C'est beaucoup moins ce qu'on pensait. J'ai fait une pause je voulais faire une pause de quelques mois qui a duré quelques semaines. Et puis je suis revenu dans mon métier de base, donc la gestion de fortune. Donc j'ai développé la gestion de fortune. J'ai pris une rencontre d'un ancien prestataire de service à moi, m'a permis un jour qui était un courtier financier, donc un agent de change, qui s'appelle Raymond James, qui est aussi très bien établi à Paris. Je le croise, il me dit est-ce que tu ne veux pas devenir courtier, etc. Est-ce que tu as toutes les licences, tu t'emmerdes à gérer tu t'embêtes à gérer des comptes privés, etc. depuis chez toi. À 30 ans, il faut tu dois quand même avoir une autre dynamique. Donc j'ai dit ok, je viens, mais je veux que te payer à la com, etc. Et la seule condition, c'est que je puisse gérer sur le coin de ma table mes clients privés entre midi et 2 heures. Et puis les 2 choses se sont fortement développées. À ce moment-là, c'était un constat que j'avais déjà fait à l'époque, mais qui a mis du temps pour arriver à ses limites. C'est le fait qu'on gagnait beaucoup. Dans la finance, on a gagné pendant très longtemps beaucoup trop d'argent, beaucoup trop d'argent par rapport à la valeur ajoutée vraiment créée. Et toujours est-il, j'en faisais beaucoup, et mes fonds sous gestion de fortune sont passés en 2 ans de moins de 10 millions à une centaine de millions. Et puis, sur les 4500 agents de change chez Raymond James dans le monde, j'étais dans les top 10 en volume de production. Et là c'est aussi le volume d'affaires généré. Et là, ce que j'ai fait, ça c'est aussi une leçon, c'est-à-dire que je n'ai pas été où tout le monde allait. Tout le monde se disait il faut absolument aller à Genève et à Zurich, parce que c'est là où il y a le business. Alors, c'est des environnements hyper concurrentiels. Ne pas aller dans l'environnement concurrentiel, aller plutôt à l'extérieur, hein, pour le même effort, en fait, on va gagner 10 fois plus. Hein, pour le même ordre, pour la même transaction, on va gagner 10 fois plus selon où on travaille, selon la valeur ajoutée qu'on travaille. Et mon premier client qui avait été le plus fidèle, c'était la Banque cantonale du Jura à Port-Entruy, complètement perdu. On met autant de temps pour y aller que pour aller à Paris depuis ici. Et peut-être même plus de temps. Et puis, je me suis dit, à ce moment-là, on gagne tellement d'argent. J'ai fait quelques transactions pour moi, bien évidemment. Et j'ai réalisé qu'il y a rapidement un conflit d'intérêts que d'utiliser la valeur ajoutée qu'on apporte professionnellement, de l'utiliser pour soi. Parce que d'abord, si ça marche trop bien dans ce cas-là,
Si ça marche trop bien, eh ben, moi je suis complètement euphorique et je ne fais plus rien. Et puis si ça marche trop mal, je suis trop déprimé pour m'occuper de mes clients. Donc je préférais m'occuper de mes clients. Puis un jour, la curiosité a fait qu'un de mes clients m'a dit je cherche à construire un. Donc je me suis dit à ce moment-là, je ne vais pas faire de transactions ni pour moi, ni pour mes sociétés. C'est trop d'énergie et ça sera au détriment d'autre chose. Et puis un jour, un de mes clients privés me dit voilà, je cherche un appartement avec telle et telle caractéristique. Alors, ce que j'aurais pu faire, ce que la grande majorité des gens feraient, c'est qu'ils le mettraient en contact avec un courtier, puis ils iraient vers le courtier en disant voilà, si quelque chose se fait, tu me payes une com, et puis c'est comme ça que ça se passe. Mais là, j'étais plus loin, j'étais voir moi-même, j'étais curieux, je trouvais que c'était intéressant. J'étais curieux, j'étais visiter les objets, j'ai pas trouvé une réponse à la demande que j'avais. Et puis un jour, à la sortie du jardin d'enfants de ma fille, je tombe sur un architecte qui me dit on maîtrise une opération. On maîtrise une opération. Alors, maîtriser une opération, si jamais vous rencontrez quelqu'un dans l'immobilier qui vous dit je maîtrise une opération, il maîtrise absolument rien. Il a vu un terrain en passant en voiture et puis il a dit je pourrais imaginer un immeuble sur ce terrain. Ça, c'est maîtriser une opération. Et bon, toujours été de maîtriser une opération, je les ai rencontrés et puis en 24 heures, j'ai été voir mon client. Moi, j'avais au sens propre et figuré mon premier million, et puis j'ai été voir mon client et je lui ai dit voilà, j'ai trouvé un appartement pour vous, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est fantastique, il est où, je peux le voir? Je dis non, vous ne pouvez pas le voir, il n'existe pas encore. Alors, quelques particularités pour cet appartement, il est en attique, il a les 180 degrés de vue, il n'y a pas sur le lac, il n'y a pas de nuisance, il coûte tant, et il n'existe pas encore, il sera livré dans 2 ans et demi, 3 ans vraisemblablement, et il coûte 1,5 million, et puis il faut le payer tout de suite. Et mon client m'a regardé, il m'a dit mais vous pouvez me prendre un risque comme ça? Et je dis oui, mais moi je mets 1 million dans l'opération aussi, et puis l'architecte met ses honoraires en contribution également. Et mon client m'a dit oui. Donc je me suis retrouvé promoteur immobilier. Là j'ai réalisé et j'ai dit pour devenir promoteur immobilier, comme dans le cas d'avant, je vais faire tout moi-même. Donc je vais être maître d'ouvrage délégué pour moi et pour mon client. Je vais être, parce que le client en fait il participe à l'opération de fait. Je vais être maître de l'ouvrage délégué, je vais assister aux réunions de chantier, je vais m'occuper des choix et finitions, choisir les cuisines, choisir les machins, etc. Je vais assister à toutes les réunions de chantier, je vais participer aux séances au processus d'envoi de soumission, donc les appels d'offres, les adjudications, etc. Et là, j'ai appris autre chose, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous la capacité de faire un métier qu'on ne connaît pas, mais il y a un ticket d'entrée, il y a vraiment un prix d'entrée. C'est-à-dire où vous allez sur les bancs de l'ESSEC pendant 1 an ou 2 ans, et puis vous allez travailler chez... C'est combien de temps l'ESSEC? Ça dépend, vous allez sur des bancs, et puis ensuite vous allez travailler chez d'autres, et puis vous faites vos réseaux, vous faites vos conneries, vos erreurs, et puis en finalité, à un moment donné, vous pouvez faire le saut vous-même. Si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas l'envie, eh ben, il faut y aller, quoi. Mais il y a un prix, quoi. Il y a un prix à payer, un prix économique à payer. Ça coûte de l'argent parce qu'on fait des erreurs. Et la plus grosse erreur que j'avais faite, c'est que j'avais adjugé toute la maçonnerie à la boîte la moins chère contre l'avis de tout le monde. Et puis l'immeuble était en train de monter, donc tout le reste était commandé sur la base des plans. Et puis quand ils sont arrivés avec les cadres de fenêtres, il y avait des ouvertures en bas et en haut, en haut à gauche et en bas à droite, parce que les dalles n'étaient pas droites. Donc ça, il y a eu des coûts et en finalité, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais je suis devenu promoteur immobilier. Voilà. Et depuis, là, on est en 97, et depuis, j'ai fait 600 millions de francs suisses d'opérations. 600 millions, ça doit représenter quelques milliers de logements sur le bassin lémanique. Voilà, donc j'ai 2 core business, j'ai la finance, j'ai l'immobilier, et puis à ce moment-là, on a pas mal de ressources, et je rachète une agence immobilière, j'en achète une deuxième, je les développe. Je lance une société de construction, une entreprise générale de construction. Et puis mon groupe se développe. On passe de finance 5 personnes. Quand je mets l'immobilier, on est à 10. Et puis je ne sais plus quelle année, on passe de
On passe de 10, 20 personnes dans la même année à 130 par acquisition et par engagement. Et puis là, moi, j'ai un truc que je n'ai pas du tout anticipé, c'est que mon métier a changé. C'est-à-dire que j'étais self-employed, j'étais à mon compte. Et puis tout à coup, sans vraiment le réaliser, enfin, en réalisant que quelque chose changeait, bien entendu, je suis devenu business owner, je suis devenu chef d'entreprise. Et là, j'ai commencé à dû mettre des process, du reporting. Mon métier a changé, mais je ne l'ai pas identifié tout de suite, ce qui m'a valu un burn-out. Et puis, une fois remis de ce burn-out, j'ai mis en place durant le burn-out, il y a un de mes collaborateurs qui dirigeait la société de gestion de fortune, qui a pris de très bonnes initiatives, donc qui a géré le courant et puis qui a commencé à mettre en place tout un schéma de contrôle interne et de reporting. Et puis quand je suis revenu au bout de quelques mois, il avait mis tout ça en place et il avait pris une certaine autonomie, donc il a mis en place des systèmes de reporting et puis tout allait bien. Et jusqu'au jour où je prends conscience, il vient me présenter un problème qu'il a parce qu'il dirige toujours la société financière et qui gère à ce moment-là 400 millions. Et à ce moment-là, il vient avec moi en me disant il y a un problème dans le règlement d'une transaction. Et il savait tout sur moi, sauf qu'au début de ma carrière, j'avais travaillé dans le département d'administration titres. Ça, il ne le savait pas. Et quand il me raconte cette histoire, moi, je réalise qu'il y a un truc costaud qui est en train de se passer. Je me dis, c'est juste, il y a quelque chose qui se passe. Et to make long story short, je réalise que cette personne, mon bras droit, mon homme de confiance, je suis témoin de son mariage, il est le parrain de mon fils, il roule avec une voiture de fonction qui est une Porsche, il gagne 300 000 francs par an, enfin voilà. Je réalise qu'il m'a volé, je réalise qu'il a fait des faux dans les titres, faux dans les titres, gestion déloyale, abus de confiance, imitation de signature, craquer des PDF bancaires, enfin la totale quoi. Et là j'ai appris que dans le mot confiance, il y a le mot con quoi. Et ça, il faut s'en rappeler. Je dépose pas plainte parce que si je dépose plainte, c'est pénal et ça devient public. Donc ça aurait pollué tout le reste de mes affaires. Mais je m'assure qu'il disparaisse complètement de la Suisse. Je communique son identité et ce qu'il a fait à qui il faut au niveau de la justice pour qu'il soit quand même marqué quelque part. Et puis je gère cette crise. Et cette crise, vous savez, quand vous gérez 400 millions, si vous avez un delta de 10%, si vous avez 10%, c'est 40 millions. Donc là, j'étais mort. Et puis, je fais je fais un audit moi-même, nuit et jour, pendant 3-4 semaines. Et puis, je réalise petit à petit qu'on est en mars 2008. Et là, je réalise petit à petit que certains jours, je découvre rien, certains jours, je découvre 500 000. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, quoi. C'est juste la période la plus difficile de ma vie. Et fur et à mesure que je vois, et ça s'arrête à un moment donné, ça s'arrête à 2,5 millions. Et c'est ce que j'avais en fait, c'est ce que j'avais vraiment pas plus. Et j'avais vraiment pas plus, j'étais vraiment, et j'ai 150 personnes, peut-être même un peu plus à l'époque, peut-être 180. Et dans la trésorerie groupe, le jour où je sors 2,5 millions, on doit être, je sais pas, imaginons qu'on soit le 20 du mois et le 25, j'ai 300 000 francs de salaire à payer et puis j'ai zéro dans les caisses, quoi. Donc là, pour la première fois, j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes de trésorerie qui ont duré longtemps parce que ça met du temps de se remettre d'un truc comme ça. Et en fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je suis dans l'honnêteté et l'intégrité totale. C'est-à-dire que je rencontre tous les clients lésés. Donc tous les clients qui sont lésés, je les appelle, je leur dis, il faut venir d'urgence. Ah, mais normalement, c'est vous qui venez me voir. Non, vous venez. Ils sont venus, tous les clients lésés, je leur ai expliqué ce qui se passait. Et puis, je les ai compensés. Et puis, dès que j'avais du temps en fonction des situations, j'ai rencontré tous les clients qui n'étaient pas lésés et je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit ce qui se passait chez moi. Et je leur ai tous dit, on est fin mars, et je leur ai tous dit, je ne peux plus, pour une durée que j'estime de 6 à 10 mois, ou de 6 mois, j'ai dû dire, ou jusqu'à la fin de l'année, je ne peux plus m'occuper de gérer votre argent. Donc, alors, les gens me regardent, et ils me disent, mais quelle est l'alternative? J'ai dit, écoutez, et là, on a 400 millions, 70% euros, base euro, donc référence euro, et puis 30%, ou 50% euros, 30% dollars et 20% francs suisses. Et à tous les clients, je leur dis, la seule chose que je peux vous proposer, c'est qu'on vend tout, on met tout en francs suisses. On est en mars 2008, et en septembre 2008 arrivent les subprimes. Si j'avais pas dit la vérité à mes clients, si j'avais joué le jeu que tout allait bien dans le meilleur des mondes, que je n'avais pas dit aux clients non lésés
que je pouvais plus m'occuper de leurs affaires. Les clients non lésés auraient perdu, enfin tous les clients auraient perdu 50% on avait tout, on avait du Madoff, on avait la Lehman, enfin on avait vraiment tout. Donc là, c'est aussi une leçon, c'est que ça sert à, quand ça ne va pas, je veux dire, il peut y avoir des problèmes, hein, et il faut le dire, il faut en parler, il faut l'exprimer, et puis l'honnêteté paye, et je vais y revenir après quand je vais parler de l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Voilà, et puis ensuite, il y a eu tout un tas de choses qui sont passées. Un jour, on faisait de l'investissement, on prenait des participations dans les sociétés privées non cotées, il y a des jeunes qui venaient nous présenter des projets, on les aidait à se lancer, etc. On avait une vingtaine de participations qui prenaient beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais enfin, on se marrait bien. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient vers moi, il me dit, voilà, je veux monter une école d'aviation à Lausanne, il n'y en a pas, où il n'y a pas ce qu'il faut, avec une formation double, américaine et européenne. Et est-ce que tu voudrais investir quelque chose? On a besoin de, je crois que c'était 150 000 francs pour lancer le truc. Et je dis oui, mais à une condition, c'est que vous me formiez comme pilote. Et 1 an et demi après, peut-être 1 an et demi, peut-être un peu plus. 1 an et demi, bon, j'ai investi dans la société, je me suis formé comme pilote, et puis j'ai fait une qualification de pilote professionnel avec vol aux instruments sur un avion à haute performance qui s'appelle un Pilatus PC-12. C'est des avions suisses qui volent à 10 000 mètres à 300 km/h, pressurisé, 8 à 10 personnes en cabine, etc. Et puis je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai manqué ma vocation? Est-ce que j'ai manqué ma vocation? Parce que pendant que je faisais ma théorie de vol aux instruments, qui m'a pris 1000 heures à peu près, il suffisait que je rajoute 500 heures pour avoir une licence ATPL, une licence de pilote de ligne. Et je me suis dit, est-ce que j'ai peut-être manqué mon truc, quoi? Bosser, j'ai plus besoin. Si vraiment j'ai manqué mon truc, je peux arrêter, puis je peux aller faire copilote à 4000 francs par mois. Si vraiment c'est ma passion. Alors j'ai appelé quelques copains, et puis j'ai fait un vol Zurich-Barcelone, Barcelone-Zurich, Zurich-Francfort, Francfort-Zurich, en 320 en cockpit pendant une journée. J'ai fait un aller-retour Amsterdam-Shanghai avec tout le crew. Et puis j'ai fait un aller-retour avec Suisse sur Tokyo pour voir quelle était la vie d'un pilote. Et là, je me suis dit jamais. Donc j'avais la certitude que je regretterais absolument rien, mais j'avais été jusqu'au bout de ma démarche. Mais je me suis dit, ça m'amuse quand même. Vous savez, ce rêve de petit enfant d'avoir les stripes. Et puis, alors je le fais un peu moins maintenant, mais je l'ai fait pendant 5 à, peut-être pas ça, ouais, pendant 2 à 300 heures de vol. En fait, je l'ai fait jusqu'à 1 an et demi où j'ai eu un gros pépin et puis j'ai beaucoup de peine à revoler depuis. J'ai une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours, j'avais 2 jours qui étaient bloqués dans mon agenda et puis ils me bookaient pour des vols. Et puis je mettais mon uniforme avec mon stripes et puis j'amenais des gens à Rome, à Londres, à Paris, à Stockholm avec cet avion. Là, j'ai aussi appris quelque chose sur les gens, c'est-à-dire que j'ai eu à plusieurs reprises Alors, le pilote sur des avions comme ça, il fait tout. Hein. Il a un copi, officiellement c'est un copilote, mais il a généralement pas de qualification. Mais il est là pour assurer. Et puis, non, sur ces petits avions. Et puis, ce qui était drôle, c'est qu'en tant que commandant de bord, je recevais les passagers. Et puis, beaucoup de gens qui volent dans ces avions privés, ils ont généralement des attitudes. Là, tout à coup, ils changent. Dès qu'ils arrivent, ils sont dans un jet privé, hein, même si c'est un avion à turbine, un avion à hélice. Ça m'est arrivé 2 fois de recevoir des gens, et j'avais vu sur le guest list, j'avais vu qui étaient à bord, c'était des gens que je connaissais. C'est des gens que je connaissais. Et je les recevais au pied de l'avion, et puis je les s'installais, et puis je leur parlais pendant le vol, etc. Puis à un moment donné, j'ai dit au copilote, en l'occurrence celui-là était qualifié, de prendre les commandes, et puis j'ai été faire le service derrière. Et je suis arrivé avec un verre, et puis je l'ai tendu à la personne que je connaissais. Ça faisait 1 heure qu'on était dans le vol. Hein. Il m'a vu au départ, j'ai mis sa valise à bord et tout ça. Et là, tout à coup, il a réalisé qu'il me connaissait, quoi. Il était tellement dans une autre dimension, comme quoi les gens changent. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Entre-temps, j'ai été nommé chargé de cours à HEC Lausanne, ce qui était une belle revanche sur... ça, c'est marrant parce que quand ils m'ont nommé, il y a un assistant qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il faudrait vous envoyer votre CV pour le mettre en ligne. Et alors j'ai envoyé le CV, puis il m'a rappelé, il m'a dit, mais il manque une page. Puis je dis, mais il manque quelle page? Il n'y a pas votre bac, il n'y a pas votre université, il n'y a pas votre truc. Je dis, il ne manque pas de page. Il dit, on n'a jamais vu ça. Et puis bon, ça fait 7 ans que je suis chargé de cours à HEC. Et puis, je vous raconte les choses comme ça, hein, c'est du partage d'expérience, c'est pas pour dire mais j'ai le cours, j'ai 3e année bachelor, j'ai le cours le plus fréquenté d'HEC, il est prévu pour 120, ils sont 300, et c'est juste un succès incroyable.
Et puis, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Je vais épuiser mes 2 heures bientôt. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Oui, un jour, il y a 5 ans, ma fille a 20 ans, et 5 ans jour pour jour pratiquement. Et c'est 1h du matin, moi je suis sorti, je rentre à la maison, elle est là avec plein de copains, puis il y a un garçon qui est en train de jouer de la guitare et de chanter. Et un garçon que je connaissais, que j'avais déjà vu par ailleurs. Et je vais vers lui, et puis une fois qu'il a fini de chanter, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Et puis il me dit, je viens de faire mon bac, je suis inscrit à l'Uni, et puis j'ai un contrat de hockeyeur professionnel, de hockey sur glace professionnel, truc de dingue, je gagne 80 000 francs par an, je suis à Lausanne, j'ai 2 contrats, je peux choisir Lausanne et je ne sais pas où. Et puis je lui dis, mais tu n'as jamais voulu faire de la chanson? Tu n'as jamais voulu en faire ton métier? Et puis il me dit, oui, mais moi j'aimerais bien, mais mon père pense que le hockey est plus sûr. Je dis, ouais, ok, peut-être, je ne connais pas le hockey, mais c'est plus sûr. Puis je dis, mais tu ne veux pas? Et puis il me dit, mais il me faudra un producteur. Et je lui dis, ne cherche plus, t'en as un. Et puis il vient me voir 2 jours après, et je lui dis, il s'appelle Bastien, et je lui dis, écoute, moi j'y connais rien, il me dit, moi non plus. Je dis, est-ce qu'on essaye ensemble? Et puis on a essayé ensemble, et c'est un garçon qui s'appelle Bastien Becker, et il tourne depuis 5 ans, il a chanté dans 36 pays, il a fait 600 concerts, il a fait des têtes d'affiche à l'Olympia, il a fait les premières parties de Johnny, d'Elton John. Voilà, donc aujourd'hui c'est un garçon qui parcourt le monde en train de chanter avec un statut paradoxal, hein. Le plus gros concert auquel j'ai assisté, c'est sur la fête de la réunification de l'Allemagne il y a quelques années sur la porte de Brandebourg, 1 million de personnes. Et le lendemain, il partait dans une Fnac en France faire un case show pour 30 personnes, quoi. Donc il peut y avoir des émotions qui sont très variées. Et puis finalement, il y a 1 an et demi, et ça va m'amener à la deuxième partie de mon intervention, il y a 1 an et demi, j'ai été demandé par la Confédération, ils m'ont demandé d'accompagner un voyage de promotion économique au Japon. Et là, j'ai voyagé avec deux personnalités régionales, un garçon qui s'appelle Jean-Claude Biver, qui est le patron du pôle horloger de LVMH, enfin, il avait racheté, il a 60 ans, il a racheté Blancpain pour 10 000 francs, il l'a revendu pour 30 millions à Swatch. Il était dans l'exécutif de Swatch, il a quitté au bout de 3-4 ans. Il a pris 30% dans Hublot, et il a revendu 30% dans Hublot pour 10 millions, je pense. Et puis, il a revendu Hublot à LVMH pour 500 millions. Et puis maintenant, il est patron du pôle horloger de LVMH. Et puis, le directeur d'une école d'art, l'ECAL, à Lausanne, qui est une personnalité régionale. Puis j'ai fait un voyage avec eux au Japon. Alors, c'était un voyage éclair, c'était 3 jours sur place. C'est quoi le Japon? C'est 13-14 heures de vol, c'est 10 heures de décalage horaire, 9 ou 10 heures de décalage horaire. Alors, moi je supporte mal le décalage horaire, et puis je supporte encore plus mal le décalage horaire. Enfin, je supporte mal le décalage horaire parce que, en l'occurrence là, on voyageait en première, et puis je trouve que la première c'est tellement confortable, j'ai pas envie de dormir. et donc, parce qu'on s'occupe tellement bien de vous, il ne faut pas dormir là, on dormira une autre fois. Et donc j'ai fait ce voyage avec eux, et puis en revenant, j'étais boosté d'énergie, j'étais même pas fatigué. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois aussi boosté? Et puis j'ai réalisé que, en fait, l'échange que j'ai avec ces 2 personnes que je connais bien, c'est du partage d'expérience. C'est vraiment du partage d'expérience. J'ai rien à leur vendre, j'ai rien à leur acheter, eux non plus. C'est dénué totalement d'intérêt. Et on est dans le partage d'expérience. Et je me suis dit, il y a une telle énergie qui se passe par le partage d'expérience, il y a quelque chose à faire avec ça. Parce que mon constat à moi, c'est que durant toute ma carrière, c'est ce que les autres ont partagé avec moi qui m'a le plus apporté. C'est des parcours de vie, c'est des expériences, c'est des succès, parce que là je vous ai parlé de succès, mais il y a plein de trucs où je me suis ramassé. Et dans ces moments où on a des ailes qui poussent, hein, il y a plein de trucs, plein de choses où je me suis ramassé, et je vous ai parlé de quelques échecs, donc c'était le partage d'expérience. Et je me suis dit, il faut absolument faire quelque chose sur ça. Il n'existe rien, quoi. Oui, il y a des biographies qu'on peut lire, qui sont intéressantes, qui permettent de capter un passage d'une vie. Mais quand vous avez quelqu'un qui partage son vécu, modestement, là je le fais aujourd'hui, mais qui partage son vécu, des gens qui sont des leaders absolus dans leur domaine, qui ont une notoriété internationale, c'est tellement nourrissant, quoi. Et je me suis dit, mais moi, dans ma carrière d'entrepreneur, c'est ça qui m'a apporté le plus. Donc j'ai dit, il faut absolument que je monte quelque chose, et puis j'ai monté une académie, la D Academy. Alors d'abord c'était pour Delarive,
Et puis mes gens m'ont dit non, arrête de mettre ton nom partout, appelle-toi Different Academy. Alors, Different Academy, la D Academy pour l'entrepreneuriat. Donc c'est une académie pour l'entrepreneuriat basée sur le partage d'expériences. Et puis on a lancé ça, d'abord avec des cours premium, 15 à 20 personnes pour 5 à 700 € pour une journée. Alors ça a pris moyennement. C'était plutôt des gens qui voulaient me rencontrer, puis qui voulaient réseauter, donc ils payaient le lien direct avec moi. Donc ça s'est rapidement essoufflé. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, dans mes interventions, je commençais à parler de l'entrepreneuriat, et puis je me suis dit, mais on est tous entrepreneurs. On est tous en train de se dire qu'il y a les entrepreneurs, parce qu'ils ont l'ADN d'entrepreneur, puis il y a les autres, qui sont les employés, parce qu'ils ont un autre ADN ou pas l'ADN d'entrepreneur. Je me dis, mais c'est complètement faux, c'est une fausse croyance que j'ai depuis le début. Et c'est une fausse croyance que beaucoup ont. Et je me suis dit, l'entrepreneuriat, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Un enfant de 2 ans, vous le mettez dans le salon un dimanche matin, il vous construit une cabane avec les coussins du canapé. Et puis vous le mettez devant une boîte de Lego, vous le mettez devant, maintenant sur leur iPad avec certains jeux de construction de villes, etc. Donc c'est vraiment les entrepreneurs. Et c'est dès que l'enfant rentre dans le système, il commence à travailler pour les gommettes, pour les notes, pour un certificat, pour un diplôme, pour des crédits, puis ensuite pour un titre, et puis ensuite pour une classe de fonction, et puis ensuite pour... Voilà. Puis les gens se ferment complètement. Et je me suis dit, mais moi j'ai une mission, je veux dire, je fais le constat objectif de ça, il faut ramener l'entrepreneuriat à l'école, quoi. À l'école, moi mes 2 enfants, ils ont 25 et 27, et j'ai 2 beaux enfants, les enfants de ma femme qui ont 8 et 10, mais je les ai eus depuis l'âge de 2 et 4. Et je constate que, en fait, donc je disais que c'était complètement uni. Oui, ce que je constate, c'est qu'ils apprennent à l'école la même chose que moi j'apprenais. Ils ont toujours, même dans une école privée un peu premium sans plus, mais ils ont toujours les mêmes bulletins par papier. On reçoit toujours ils sont les 2 dans la même école, on reçoit toujours 2 enveloppes quand il y a une communication et pas une. Je veux dire, il n'y a même pas de iPad, il n'y a même pas de communication. Etc. Donc je me suis dit, il faut monter un concept d'entrepreneuriat junior. Et on a lancé ça au mois de janvier. Là, depuis janvier, j'étais dans une école juste avant de venir pour donner une de ces formations avec mon équipe. Et depuis le mois de janvier, il y a 300 enfants de 10 à 12 ans qui sont passés entre nos mains. Et en fait, on leur fait devenir on leur donne le mindset, on leur redonne cette ouverture d'esprit du mindset entrepreneuriat. Et je vous explique juste le concept qu'on a monté. C'est sur une journée complète. Donc la première journée complète, il y a un peu de team building. Donc ce n'est pas eux qui choisissent les groupes dans lesquels ils sont 80 en général par groupe. Ce n'est pas eux qui choisissent le team building. Les groupes, c'est nous qui les choisissons. On veut créer la diversité. En fait, ils ont 10 et 14 ans, donc on crée des différences d'âge. Et puis alors, les différences d'âge et différences de maturité, parce que vous prenez une fille de 14 ans et un garçon de 14 ans, il y a 1 mètre de différence. Alors, c'est difficile parce que c'est de la gestion hormonale, très clairement, de gérer ces enfants. Donc la première journée, on leur explique, on fait du team building pour les rapprocher de manière assez ludique. Ensuite, on leur explique la chaîne de valeur qu'il y a dans un business. Donc on prend Zara, les magasins Zara, et on leur dit qu'est-ce qu'il y a derrière le magasin à part la rue, quoi. Et on remonte toute la chaîne de valeur en expliquant, en dessinant, etc., qu'il y a un fashion designer, qu'il y a un fournisseur de textiles, qu'il y a un transformateur, qu'il y a un fabricant de carton, de palettes, un camion, une douane, des taxes, un marketing, un grossiste, un détaillant, et puis qu'il y a des prix de vente, et puis qu'il y a des soldes, et puis, etc. Donc on leur ouvre l'esprit sur tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'ils peuvent voir en se promenant dans la rue, puis ensuite on leur explique rapidement qu'est-ce que c'est, à quoi sert pourtant que ça serve à quelque chose, une banque. À quoi sert une banque, à quoi sert une compagnie d'assurance, quelle est la différence entre un avocat et un notaire. Puis ensuite, on rentre dans le vif du sujet sur 3 demi-journées. Et sur ces 3 demi-journées, on travaille sur un projet. Donc on travaille sur Et là, on a fait un partenariat avec Conforama Suisse, pour fabriquer, le projet, c'est le canapé de demain. Conforama, ils ont un problème, ils doivent commencer, cette génération K, ils doivent commencer à imaginer comment est-ce qu'ils vont vivre dans leur salon, pour autant que le salon existe encore quand ils seront adultes. Mais quels sont les besoins de ces jeunes? Donc il y a une valeur ajoutée pour Conforama. Et les jeunes, d'abord, vont travailler toujours avec des coachs, entourés d'entrepreneurs, entourés de designers, etc. Ils travaillent sur la créativité. Ensuite, ils travaillent sur la faisabilité. Ensuite, ils travaillent sur le pitching, sur le pitch. Donc là, on a un intervenant qui a une école
d'improvisation théâtrale qui vient leur expliquer le pitching. Et ensuite, ils pitchent. Ils pitchent devant leur père, devant leurs copains, et ensuite, ils doivent vendre le projet à l'intérieur de l'école, à la communauté de profs et à la communauté d'élèves. Et le groupe gagnant a son produit, qui va être son canapé, qui va être mis en production, qui va rentrer dans le catalogue de Conforama Suisse et qui sera dans les magasins. Donc il y a vraiment un enfant de 10 ans peut amener son produit à la fin. Donc là, on en a 300 qui sont passés chez nous depuis le début de l'année, et puis on en a 500 qui sont en commande, j'allais dire, enfin qu'on va faire dans la deuxième partie de l'année. Et puis ça m'a amené autre chose de complètement imprévu, c'est que au mois de septembre l'année dernière, il y a le gouvernement de Madagascar qui était ici et qui signait un accord de collaboration avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne pour les MOOCs. Et puis ils ont entendu parler de nous par rapport à la formation de l'entrepreneuriat, par rapport aux cours que je donne, etc. Puis ils sont venus nous voir. Moi, j'ai laissé ça à mon directeur qui les a rencontrés. Puis il est venu, il me dit il y a quelque chose à faire à Madagascar. Je dis bon, si tu y crois, vas-y, quoi, sois entrepreneur, sois pas employé. Si tu veux, vas-y, tu me donnes un budget, puis tu y vas. Et puis j'étais à Madagascar il y a un mois. Et j'ai rencontré le Premier ministre, ministère de l'Éducation nationale, enfin tout un tas de ministres qui ne sont plus ministres depuis. Ça change tous les 15 jours là-bas. Mais toujours est-il, ça a été repris par le nouveau gouvernement. Et là, je pense que d'ici la fin du mois, je suis nommé conseiller spécial auprès de la République par arrêté interministériel approuvé par l'Assemblée nationale. Je suis nommé conseiller spécial auprès de la République de Madagascar pour la formation de l'entrepreneuriat. Wow. Alors depuis, il y a toute l'Afrique francophone, enfin il y a 3 pays d'Afrique francophone, le Togo, le Bénin et le Congo, qui nous ont appelés. Le Congo, c'est l'archevêque du Congo, et puis ou l'évêque, l'archevêque, je crois. Et puis c'est au niveau gouvernement, ils nous ont appelés pour nous dire est-ce qu'on est prêt à prendre un mandat pour les aider pour l'entrepreneuriat. Donc vous voyez comme une affaire, avec la curiosité, peut amener à d'autres choses. Voilà en quelques longs mots mon parcours qui m'amène maintenant à l'entrepreneuriat et qui m'amène à un constat objectif, enfin à mon constat, je ne sais pas si l'objectif, il est subjectif par définition, qui est l'observation de ce qui est en train de se passer dans le monde, quoi. Alors on vit une époque passionnante. Il n'y a jamais eu dans l'histoire récente, ou en tout cas de qui que ce soit de vivant, peut-être quelques rares encore, il n'y a jamais eu des bouleversements aussi violents qu'on a aujourd'hui dans l'économie en général. J'étais en Allemagne la semaine dernière, et puis je suis tombé sur un article qui a été écrit en 1930. Je vous dis que j'étais en Allemagne, ça n'apporte pas grand-chose, mais j'étais en Allemagne. Et en 1930, un éditorialiste a écrit la chose suivante. Les années 1900 furent marquées par un grand nombre de changements. Le siècle du charbon sembla toucher à sa fin. Les horizons de notre vision du monde furent étendus. La relativité et la théorie quantique révolutionnaire la physique. Les théories psychologiques de Freud suscitèrent un nouveau débat et une révolution dans l'art remis en question. Non, pas très bien traduit, dans la perspective et le réalisme. De nouvelles industries furent créées, alors que celles existantes disparaissaient rapidement. Le progrès technique devint de plus en plus évident dans la vie de tous les jours. L'électricité alimenta la ville, les maisons, pendant que les automobiles apparurent dans les rues. La télégraphie sans fil compléta les réseaux câblés et mis en place tout autour du globe, alors que les progrès de la médecine créèrent de nouvelles qualités de vie, mécanisation, accélération et vitesse devinrent les mots de l'ordre du jour. On peut changer quelques mots, c'est aujourd'hui. Quelques mots. Donc on vit aujourd'hui une révolution, l'équivalent d'une plus violent, je crois. On vit aujourd'hui quelque chose qui ressemble à la révolution industrielle du début du siècle dernier, où la machine à vapeur est arrivée dans l'économie et puis a révolutionné les transports, a révolutionné les voyages, etc. Et au même titre qu'un chauffeur de taxi aujourd'hui qui est disrupté par Uber, on peut imaginer qu'un vendeur de diligence ou un business de diligence a eu des problèmes quand la machine à vapeur est arrivée dans la locomotive. Donc on vit
on vit une période qui est très disruptée. Et puis on se sent tous, quels que soient nos business, parce que beaucoup d'entre nous, la majorité d'entre nous font encore des business, des anciens métiers, ben on se sent tous attaqués de toutes parts. Et plus la structure est grande, plus ce sont des sociétés qui sont établies dans des business models. Alors je mets de côté les grosses boîtes de technologie, mais plus elles sont grandes, elles sont établies dans des business models qui sont complètement bouleversés et qui nécessitent de s'adapter très rapidement, de s'adapter à ce changement très rapidement. Changement qui est possible uniquement si on est flexible, si on est un bateau rapide et qu'on peut changer de direction rapidement pour s'adapter. Donc ce que je fais quand je me retrouve face à une situation, face à une question de société, et puis de celle-là en particulier, ben, j'observe deux choses. J'observe l'environnement économique dans lequel on se trouve, et puis j'observe toujours, mais peut-être même en priorité, tous les éléments démographiques. Parce que si vous faites l'approche de votre business en analysant la démographie, ben, vous avez la réponse à beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'on est dans un monde où il n'y a plus de croissance. Alors on dit oui, il y a de la croissance. Ici, on a de la chance, on a 1,5%. En France, je ne sais pas, 0,5. On n'a pas de croissance. Il y a des parties du globe, des pays où il y a de la croissance. Généralement, où il y a de la croissance est là où cette croissance était extrêmement mal répartie. Mais on peut dire de manière générale, il n'y a pas de croissance. Donc, et puis, il y a des aspects démographiques. L'aspect démographique, c'est le fait qu'on vit de plus en plus longtemps. On vit de plus en plus longtemps. Donc, quand on tient compte de ces deux facteurs-là, on se dit, on ne peut plus aujourd'hui, quel que soit son âge, nous on doit se le dire, mais les jeunes, c'est plutôt intuitif s'ils ne se font pas déjà la réflexion. Nous, on doit se dire, on ne peut plus s'appuyer sur les trois piliers fondamentaux sur lesquels on s'appuyait. On ne peut plus s'appuyer sur l'entreprise. Parce que l'entreprise, pour répondre aux attentes de ses actionnaires, elle n'a qu'un seul choix, c'est de faire de la croissance par acquisition, c'est de la réduction de postes, c'est l'intégration de la technologie dans son modèle d'affaires, des réductions de postes, de la délocalisation, de la dématérialisation des choses à cause ou grâce à Internet. Donc il n'y a plus de croissance. On ne peut plus s'appuyer, pour cette question de non-croissance, on ne peut plus s'appuyer sur l'entreprise. On ne peut plus s'appuyer sur l'État non plus. Parce que je ne sais pas, pour l'instant on peut encore plus ou moins, mais je ne sais pas, à un moment donné, il va falloir financer tout ça, quoi. Alors ils peuvent prendre 100% d'impôts, mais je ne sais pas s'ils peuvent prendre 120% d'impôts. Possiblement, certains pays l'ont fait, la Suède l'avait fait pendant un certain temps, le cumul revenu-fortune. Donc on ne peut plus s'appuyer sur l'entreprise, on ne peut plus s'appuyer sur l'entreprise, on ne peut plus s'appuyer sur l'État, et puis pour les questions démographiques, on ne peut plus s'appuyer sur la famille. Oui, on peut s'appuyer sur la famille pour des questions émotionnelles, mais vous ne pouvez plus compter sur un support financier, même temporaire, de vos parents ou de votre famille, parce que cette génération-là, vivant de plus en plus longtemps et ayant des problèmes clairs liés à leur retraite, liés au rendement de leurs investissements, etc., ils ont besoin de pouvoir assumer leur niveau de vie seul. Alors ça, c'est un constat. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est observer les jeunes, observer ces jeunes qui rentrent, la génération Y, c'est 22-32 ans, qui rentrent dans le marché du travail, qui commencent à nous challenger, qui commencent à nous disrupter. Et puis la génération d'après, cette génération Y, mais si vous voulez bien, on les appelle tous la génération K. Génération K qui, accessoirement, représente un pouvoir d'achat de 150 milliards. C'est juste phénoménal. 1 million en billets de banque, je n'ai jamais essayé, mais 1 million en billets de banque usagés, on va dire que c'est 30 cm. 1 milliard, c'est 300 mètres. 1 million, 1 milliard. Beaucoup ont tendance à ne pas faire vraiment la différence entre les deux. Alors, ces jeunes qui sont en train de rentrer dans le marché du travail et qui vont y rentrer, ils ont été façonnés d'une manière très différente. Alors, ils nous ressemblent physiquement. Ils sont jeunes. On se dit qu'ils sont jeunes et un peu cons parce qu'ils sont un peu résistants, enfin, comme toute génération qui s'élève par définition en opposition à la génération différente. Donc d'abord dans la manière dont ils sont façonnés, il y a la technologie. Ils sont ultra connectés, pour ne pas dire addictifs. Ils sont complètement addictifs. À leur iPhone, à
Alors, même dans leurs interactions, hein, il suffit d'observer, vous pouvez voir des jeunes couples dans un restaurant, ils sont en train de faire des WhatsApp, et puis quand ils s'arrêtent, c'est pour faire un selfie, quoi. Et puis peut-être pour faire une photo du plat aussi. Hein. Mais c'est posté sur les réseaux sociaux. Et ça m'amène à autre chose après. Donc, ils sont ultra connectés, ils sont addicts de la technologie. Ils ont été élevés dans un environnement économique. Depuis qu'ils sont en âge de comprendre, ils vivent en permanence des crises économiques. En permanence, ils vivent avec des crises économiques autour d'eux. Nous, on avait 5-7 ans de répit en 2 cycles, quoi. On avait le temps d'oublier, de se refaire et puis de se reprendre une claque. Mais là, ils vivent en permanence dans un environnement de crise économique avec toutes les inégalités qu'il y a. Puis ils vivent aussi, et ça c'est très différent de nous, ils vivent dans un environnement, enfin ils ont été façonnés par le terrorisme, hein.